12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à 2 livres noirs. Un polar cannibale sur fond d'Amérique trumpiste et anti-vax. C'est le dernier Stephen King et il s'appelle Oli. Et un thriller historique dans l'Italie fasciste des années 40. C'est Dans la maison de mon père de Joseph O'Connor. Et je crois qu'on a tous adoré cette table. On va en débattre. Géraldine avec Élise Lépine, journaliste littéraire au Point. Bonjour Élise. Bonjour. Face à vous, François Angelier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes producteur de l'émission Obligeur sur France Culture. C'est Absolument. le dimanche à 15h et critique littéraire au Monde des Livres. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture. Et on commence avec Oli de Stephen King, sorti aux éditions Albin Michel. C'est une vieille ville qui n'est plus au mieux de sa forme, à l'image du lac au bord duquel elle a été construite, mais il reste quelques quartiers bien conservés. Les habitants de longue date seraient sans doute d'accord pour dire que Sugar Heights est le plus joli d'entre eux, et que la plus jolie rue est Ridge Road, qui sinue en pente douce de Bell College, l'université de lettres et de sciences, à Deerfield Park, 3 km plus bas. En chemin, Ridge Road longe beaucoup de demeures cossues, dont certaines appartiennent à des professeurs d'université et à quelques notables locaux, médecins, avocats, banquiers et cadres supérieurs en haut de l'échelle. Voilà, le cadre est posé, une petite ville du Midwest, un quartier aisé des universitaires vieillissants. Derrière les jolies maisons victoriennes se cache pourtant l'horreur. Évidemment, on est chez Stephen King. Des disparitions sans lien apparent ponctuent les années dans ce quartier. Profs de fac, bibliothécaires ou skateurs boutonneux ont comme du jour au lendemain été effacés des radars. De quoi éveiller la curiosité de Holly que les fans de King connaissent déjà. Cette quinca accro aux clopes en prise avec une mère toxique est une inspectrice hors pair. Sur fond d'Amérique trumpiste et avec moult discours anti-vax, on retrouve tous les ingrédients d'un bon et gros Stephen King, avec cette particularité, on connaît les assassins dès le début. De quoi tuer le suspense ou l'augmenter? Qu'en avez-vous pensé, Élise Lépine? Alors, moi, j'ai apprécié cette lecture. J'ai passé un très bon moment à lire ce gros polar, parce que c'est un pavé. Donc on en a 520 pages. 520 pages, et on en a pour son argent. Quand on lit les 520 pages, on est attrapé dès le début. C'est vrai qu'on sait, dès le départ, qui tue et pourquoi, et qui a été kidnappé par ces deux tueurs grabataires qui, en fait, mangent des gens pour retrouver une jeunesse. Ils sont complètement complotistes, persuadés que, voilà, en mangeant de la jeune chair, ils vont pas mourir. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'on était embarqués. C'est plutôt malin de réussir à nous tenir en haleine sur autant de pages en nous donnant d'emblée le nom des criminels, leur mode opératoire et puis qui sont les victimes, etc. L'enjeu du livre, c'est de savoir si Holly va arriver, comment est-ce qu'elle va déterminer qui sont... Voilà, elle part sur plein de fausses pistes, elle fait des erreurs, etc. C'est une héroïne attachante qui a ses failles, qui vient de perdre sa mère du Covid, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, moi, qui suis, il faut le dire, une fétichiste de Stephen King. Je l'ai adoré quand j'étais adolescente, et je l'ai adoré pas seulement parce qu'il m'a apporté des grands moments de lecture, de frissons, etc., mais aussi parce qu'il m'a apporté des clés pour affronter le monde. Quand je lisais Misery, quand je lisais Carrie, quand je lisais Jessie ou les autres, ou Cimetière, etc., ou Shining, je comprenais, et j'avais pas le droit de les lire, ces livres, mes parents n'étaient pas trop d'accord, donc je les lisais en cachette sous ma couette, et en fait, je trouve qu'il était en avance sur son temps, parce qu'il nous disait qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans un monde violent où les femmes sont les premières à souffrir des violences masculines. Qu'est-ce que c'est que s'assumer et rester forte face au harcèlement. Il brisait le tabou des règles, il parlait de violences conjugales, il parlait de comment on se sent quand on est comme ça crispé sur soi-même dans un monde qui est dur. Et moi, ça m'a bouleversée, ça m'a donné de la force et ça m'a donné une colonne vertébrale. Ça a été très important. Je pense qu'aujourd'hui, une adolescente de 13 ou 14 ans qui va lire Holly ne trouvera peut-être pas cette lecture du monde qu'on avait dans la façon dont il allait vers l'extrême, avec le gore, avec la violence, avec l'horreur. Là, je trouve que son discours, c'est comme s'il voulait se racheter de fautes qu'il n'avait pas commises. Comme si d'un coup il disait « je vais porter une morale », alors qu'il la portait déjà dans la transgression. Il nous donnait déjà des clés. Là, aujourd'hui, il parle du Covid, beaucoup, dans son livre. Toutes les 3 pages... Les antivax sont des méchants. Il faut porter son masque. L'héroïne met bien son masque, elle se lave les mains, etc. Et
Transgression ultime, cette femme, elle fume. Holly, elle allume des cigarettes. Ouais. À chaque fois qu'elle allume une cigarette, aussi toutes les 2 ou 3 pages, elle a un frisson de culpabilité et on comprend que voilà. Alors que quand on pense aux anciens livres, à Jessie par exemple, où on avait un nécrophile qui arrivait avec un sandwich avec une langue humaine de cadavre à l'intérieur et que l'héroïne mangeait son sandwich sans savoir que c'était une langue humaine. Enfin, il se passait quelque chose. C'était plus horrible. C'était horrible. C'était horrible et en même temps, ça disait quelque chose du monde. Là, c'est moins horrible. Il est quand même plus en sourdine sur l'horreur. Et en même temps, ce qu'il nous dit du monde, c'est un discours un peu moraliste. Donc vous trouvez qu'il est devenu moralisateur tout en perdant de sa transgression et de Tout son en perdant horreur. sa transgression qui, je trouve, donnait l'impulsion de ce qu'on pouvait comprendre de la grille de lecture du monde qu'il nous donnait, qui était aussi moraliste à l'époque. Enfin, je veux dire, il disait des choses sur les violences, sur les rapports entre hommes Oui, et il a femmes. toujours dénoncé Il a toujours les dénoncé. maux de l'Amérique. Il n'a jamais commis de faux pas. Stephen King, moi, je repense à ses livres. Il n'a pas été sexiste. Il n'a pas été, au contraire, quoi. Il a porté un flambeau avec cet aspect horrifique. Là, bon, on lit un très bon livre. On est très embarqué. On perd pas de sous si on les dépense dans une librairie pour acheter ce livre. Mais si on veut avoir le frisson de Stephen King, il faut lire Shining, Misery, Carrie, etc. Et pas Holly. Et il faut lire Holly. Holly, On sera parce que content. je le prononce Oui. comme si on allait... Alors, Allez, Holly maintenant. on peut lire dans son lit. On peut lire Voilà. Stephen King, Holly. Et c'est bien de lire Holly, ce livre-là. Mais je pense C'est qu'il faut subtil. pas. Voilà, je pense qu'il faut pas commencer par ce livre. François Angelier. Oui, je suis d'accord avec Élise qui a à peu près tout dit. Ah bah oui, mais il reste encore du temps. Hein, donc, Mais non, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Il est sûr que King, 50e roman, 200 nouvelles, un nombre et considérable même d'adaptations. plus de 60 romans, je crois. Oui, je sais plus où on en est aujourd'hui, Ouais. considéré comme un trésor national aux États-Unis. Barack Obama l'avait d'ailleurs décoré de la grande mérite du mérite américain, la grande médaille du mérite américain. Donc c'est véritablement une institution littéraire. C'est plus du tout une sorte d'auteur de romans d'épouvante, borderline, marginal. C'est une sorte de nouveau Mark Twain. Ou de nouveau Faulkner, je veux dire. Il est Stephen plus King. mauvais genre pour il vous, est alors. plus du tout mauvais genre au sens traditionnel du mot. Il l'a été profondément. Alors le problème de Holly, c'est que il peut à peu près tout se permettre, Stephen King. C'est de l'horreur résidentielle ou de l'horreur pavillonnaire, totalement anti-gothique. Donc on est dans une Amérique moyenne, confrontée aux difficultés de la vie, rien de particulièrement angoissant apparemment, avec les problèmes de fidélité, les problèmes de commerce, d'argent et tout. Et à l'intérieur de ça, il commence à créer, je dirais, des voies d'eau, ça se craquelle et brusquement on voit apparaître des incertitudes, le doute apparaît et là, je dirais, il met beaucoup de temps à apparaître. C'est vrai qu'on est prévenu au départ. Au départ, il y a une scène qui est absolument magistrale de fondation où on voit très bien qui fait quoi, c'est-à-dire le couple de vieillards d'anciens universitaires, universitaires qui mettent en place des traquenards et des embuscades la nuit pour arriver à piéger des promeneurs égarés, que ce soit des gens plus âgés ou des adolescents. Ensuite, après, pour leur faire subir un traitement particulier qui doit aboutir... Mais surtout, leur subterfuge à la est génial, consommation. parce qu'en fait, Oui. ils se font passer pour grabataires, handicapés, et ils demandent de l'aide. Donc, le fauteuil roulant n'a plus de batterie, il faut l'aider dans une Ah non, mais montée. il y a un subterfuge qui est Voilà. absolument merveilleux. Alors, en plus, c'est génial, puisqu'il utilise tous les bons sentiments, Voilà. les sentiments les plus, je dirais, les plus importants, la charité, la compassion, la fraternité, pour montrer que, en les retournant, ça devient des armes par destination d'un couple de vieillards pervers. Alors, évidemment, le début est formidable, mais après... L'enquête, l'investigation, le portrait des personnages, la mise en scène de tous les personnages, même s'ils sont très attachants, c'est très très lent. Alors voilà, il faut dire quand C'est même le problème que est là. ce roman est construit sur une double temporalité. Il y a la temporalité des années 2020, où on suit Holly, donc l'enquêtrice qui, justement, enquête sur une disparition, celle de la bibliothécaire, Bonnie Dahl, et qui se rend compte qu'il y a eu d'autres disparitions avant, et elle commence à faire des liens. Et en même temps, on a d'autres chapitres dans les années 2010, où on comprend justement que ce couple de vieux universitaires sont des cannibales, mais on a du mal à comprendre comment tout ça va se retrancher, on imagine évidemment, et puis ça se passe. Mais c'est vrai que tout ça est assez lent même.
il n'y a pas de suspense, en fait, d'une certaine manière, Élise étant Lépine. donné que Ou tout est François. d'une certaine façon Tout est accompli. dit dès le départ, il n'y a pas de suspense. Ce qui permet à King de jouer sur un terrain où il est toujours magistral, c'est-à-dire des scènes où apparemment il ne se passe rien. C'est comme l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, où on voit des vieillards qui passent la tondeuse à gazon devant chez eux, qui saluent leurs amis, sauf le problème, c'est comme les envahisseurs, c'est pas des vieillards, c'est des clones d'extraterrestres monstrueux. Et là, c'est pareil. On voit des vieillards qui prennent le thé, qui invitent des petites étudiantes, tout va très bien. Mais nous, on sait. Donc, il est très, très fort là pour justement injecter des toxines dans des scènes qui apparemment sont des scènes secondaires et totalement anodines. Mais ce procédé de connaître les assassins dès le début, ça arrive dans plein de polars, en fait. Ça arrive dans Alors, comment plein de on polars. injecte du suspense, là? Alors, Comment est-ce que King réussit vraiment? C'est la psychologie de son héroïne. Je pense que c'est Holly qui a du mal à ouvrir ses yeux. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'elle va se dessiller et comment est-ce qu'elle va finalement voir ce qui est en train de se produire dans sa petite ville où des gens disparaissent. Et là, je trouve que... Alors moi, j'ai moins senti l'effet de lenteur parce que j'étais quand même accrochée au livre. Il m'a tenue jusqu'à la fin. Voilà, j'en ai eu... J'étais en appétit et j'étais nourrie par le livre. Après, moi, je trouve que là où il est intéressant, c'est qu'il nous montre une Amérique qu'il dénonce. C'est-à-dire, il montre une Amérique, comme le disait François, où tout va bien, tout est en apparence parfait, etc. Et on a du mal à voir l'espèce de gros serpent de mer qui est en train de ronger les fondations du pays, des petites pelouses où passent les tondeuses. Et en fait, tout ça va leur claquer à la tronche. Et on le voit, et on sent que Stephen King a un regard profond sur la politique de son pays, qu'il est inquiet, et qui veut dénoncer dans ce livre l'espèce de fascination, de ronronnement, d'état de stupeur dans lequel sont les Américains face à un Trump qui revient en force, face à des discours complotistes pour finalement anti-masques, anti-vaccins, qui peut-être, on peut raconter n'importe quoi aux gens, leur faire croire qu'en mangeant de la cervelle de jeunes garçons, ils vont plus avoir de sciatique. Tout ça, en fait, Oui, c'est surtout sur les rhumatismes, d'ailleurs. C'est les rhumatismes, la sciatique et puis un petit peu Alzheimer. Et en fait, on voit qu'il veut mettre en garde ses lecteurs et lectrices contre des discours ronronnants qui peuvent sembler un peu inoffensifs ou dilués comme ça à l'échelle d'une grande nation et qui en fait sont un fort poison qui prend la vie de... Il y a un petit garçon quand même qui est assassiné par ces deux vieux, il y a des jeunes filles pleines d'avenir qui sont mangées. Voilà, il veut montrer qu'en fait cette nation entière est cannibale et peut devenir cannibale. François Angelier, vous levez le doigt. Oui, Très comme à poliment. l'école, je suis un élève obéissant. Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a toute une méditation sur une réflexion de King sur la mécanique sociale, avec cette idée que le conservatisme un peu sénile est en train de dévorer les forces vives américaines via peut-être... Ce qui est drôle, parce que Stephen King, il n'est pas tout jeune non plus. Il a C'est-à-dire qu'il se 76 ans. débarrasse de plus en plus, je dirais, de l'arsenal, voire de l'attirail horrifique pour mener une réflexion purement sociologique et purement psychologique sur la société américaine. C'est-à-dire qu'il a de moins en moins besoin de faire peur avec des monstres pour montrer que les vrais monstres, en définitive, sont simplement des monstres qui se jouent dans les urnes. Et ça, là, on est peut-être à un moment, peut-être pas de bascule, parce qu'il y a longtemps qu'il a basculé, mais... je crois que les prochains Stephen King seront peut-être de moins en moins horrifiques au sens traditionnel. Est-ce qu'ils sont pas un peu plus drôles, juste pour qu'on conclue un peu là-dessus? Parce que moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait certains moments qui étaient assez drôles. Ils se fichent un petit peu même des victimes elles-mêmes, même de ces assassins. Ils sont un petit peu ridicules, ils font plus peur. Donc, ils sont presque un peu drôles, Élise Lépine. Non, c'est vrai, il y a des moments drôles, notamment quand il y a cette jeune fille végane. Oui. Ils leur font manger les deux vieux méchants, font manger du foie cru à leurs victimes pour qu'ils soient encore plus nutritifs. Et il y a une fille végane qui dit non, moi je suis végane, je ne mangerai pas votre Donnez-moi de la votre salade morceau. sans Donnez-moi de la vinaigrette. salade. Très belle scène, Et d'ailleurs. c'est très belle scène. Elle est pleine de, elle est pleine de fougue. Ouais. Et ça, je trouve que c'est drôle parce qu'effectivement, Stephen King n'est pas non plus le jouet de son époque. On voit qu'il continue de dire, moi, tout ça, le véganisme, etc. Bon, ça me fait un petit peu rigoler. Il nous fait un petit peu rigoler avec ça. Donc, il se rachète quand même un mauvais genre. Aussi en riant un peu de certaines obsessions. Non, mais parce que fondamentalement, les deux vieillards qui incarcèrent leurs victimes dans leur cave pour leur donner du foie cru, c'est grotesque. Ah, c'est grotesque. C'est ridicule dans la réflexion, dans la chose même. Donc lui, il accentue légèrement vers l'horreur ce grotesque. Goodbye, Holly said that, Holly said that.
Holly, I'm truly sorry. You know no one could love you more but I. Ce dernier roman de Stephen King s'appelle donc Holly, traduit par Jean Hesch et disponible aux éditions Albin Michel. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Nous parlons à présent de ce roman Dans la maison de mon père de Joseph O'Connor, traduction de Karine Chichereau et c'est aux éditions Rivage. Dimanche 19 décembre 1943, 22h49, 119h11 avant le début de la mission. La Daimler noire, poussive, à plaque diplomatique, s'avance prudemment dans la Via di Cernove, entre grognements et nuages de gaz d'échappement au plomb, tandis que des gouttes de neige fondue crépitent sur le capot. Un réverbère opale et solitaire jette un coup d'œil éclair à son propre reflet dans une flaque d'eau fangeuse qui s'amenuise, là où un tuyau a fui. Battant au rythme irrégulier du néon cassé de l'enseigne d'un café, les mots « Morte al fascismo » grossièrement peints sur un volet. Connaissez-vous Hugh O'Flaherty ? On doit à ce prêtre irlandais attaché au Vatican d'avoir sauvé la vie de milliers de juifs et soldats alliés alors que Rome était occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Inspiré de son histoire vraie, donc, Joseph O'Connor imagine une de ses missions la veille du Noël 43. Entouré d'un colonel, d'une ex-chanteuse, d'une reporter ou encore d'un ambassadeur et d'un vendeur de cierges, Hugh, sous couvert d'orchestrer une chorale, doit accomplir ce qu'il appelle le Redimento. Mais je n'en dirai pas plus. Alternant les temporalités, les points de vue et les styles, le roman est haletant et nous mène inexorablement au duel entre le prêtre grande gueule, fan de moto et de boxe, et le chef SS Paul Hopman. François Angelier, avez-vous, comme moi, plus qu'aimé ce livre ? J'ai adoré ce livre. De toute façon, O'Connor, je suis addict. J'avais adoré le précédent, Le Bal des Ombres, qui racontait dans cette Londres victorienne, devenue aujourd'hui mythique, la naissance de Dracula, avec le trio Henry Irving, Bram Stoker, Ellen Terry, la comédienne, le grand directeur de théâtre et tragédien, et puis Bram Stoker, qui était le secrétaire, un peu amant de Henry Irving. Et donc, on voyait dans cette Londres victorienne cette espèce de grande sarabande à la fois littéraire et théâtrale. Donc, c'était déjà très, très bon. Et là, on a vraiment un roman extraordinaire. Parce qu'il travaille sur une situation historique dont je vous laisse quand même à penser. On est en décembre 1943. On est à Rome. Le régime fasciste de Mussolini s'est effondré et ne subsiste vaguement que dans l'enclave de Salo. Et donc, vous avez ce face-à-face à la fois métaphysique, historique et politique entre deux hommes. À ma droite, Heinrich Himmler, l'empereur de la SS, et de l'autre Pie XII, dont on peut penser ce qu'on veut. Mais bon, face à face, ces deux hommes étaient là. C'est-à-dire, d'un côté, l'Église catholique, avec sa structure mondiale, sa politique intérieure, ses obligations, je dirais, ecclésiales, et en même temps, le devoir de charité, de soutien, la parole évangélique. Et en face, l'ordre SS, qui doit de toute façon sauver les meubles en Italie. Et c'est ce face-à-face extraordinaire. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Les Allemands ont peint sur la place Saint-Pierre une espèce de longue barrière blanche qui marque la frontière entre l'État italien devenu nazifié. Néanmoins, les Alliés montent vers le nord, donc les choses sont extrêmement tendues. Et de l'autre, le Vatican. Neutre, absolument. Et alors, la question, c'est, les SS vont-ils envahir le Vatican ? Et là, c'est une espèce de vision quasiment métaphysique, puisque c'est ce qu'on appelle le catéchone dans le récit évangélique. C'est la force qui retient l'antéchrist. Si les nazis envahissent le Vatican, c'est le déchaînement de l'antéchrist, c'est la fin de l'histoire. Donc, je vous donne une vision un peu théologique. La vision politique est beaucoup plus prosaïque, puisque le personnage qui incarne, ça n'est pas Himmler avec des ailes dans le dos, c'est l'archange mauvais, c'est Hopman, donc, qui dirige la Gestapo et la SS, qui nazifie totalement Rome. Et en face, il y a donc l'ordre Vatican, qui essaye l'Église vaticane catholique romaine, qui essaie de tirer un peu de jouer sa partie. Et il y a ce personnage totalement hallucinant, romanesque, fantasque, qui a toutes les intelligences, tous les talents, qui parle 6 langues, qui est passionné de boxe, qui est ce monsignor irlandais, qui s'est baladé un peu partout dans le monde, en Palestine, à Haïti, et qui organise, qui a une mentalité de boxeur et qui ne veut pas baisser les bras et raccrocher les gants
brigands et qui s'affrontent de manière frontale au SS. Et le roman, qui est un roman choral, qui fait la part belle à la fois des archives enregistrées, à des... Donc post-guerre. Voilà, et bien après, des archives enregistrées, des récits de mémoire, des témoignages, tout ça, arrive à créer un climat où on est à la limite entre le fantastique, le témoignage historique, la réflexion morale. C'est formidable. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je précise, avant de vous donner la parole, les Lépine, que comme dans le livre de Stephen King, il y a aussi deux temporalités. C'est-à-dire qu'il y a le récit de la mission de Noël 43 et il y a les récits, donc là, des autres personnages qui interviennent en général, qui viennent d'après la guerre, dans les années 60, ce qui fait qu'en fait, on a de cette organisation et de cette mission-là une vision complètement mosaïque qui nous fait saisir les moindres nuances, le niveau de tension de cette mission-là. À vous, Élise Lépine, qu'en avez-vous pensé ? C'est un livre que j'ai aussi adoré et que je trouve extrêmement important là dans cette période. Il est magistral d'abord parce qu'il y a ses voix. Alors il y a ses époques et il y a ses voix. Et je trouve qu'on voit l'immense talent de Joseph O'Connor dans la façon dont il fait résonner ces différentes voix. À chaque fois, c'est très incarné. À chaque fois, c'est très différent. On entend chaque personnage parler et en même temps, tout ça est merveilleusement écrit et on voit vraiment la plume d'un écrivain avec son unicité. Donc je trouve ça assez génial. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que ce personnage, donc ce héros de Hugh O'Flaherty, c'est un être extrêmement charismatique. Moi, je suis tombée un petit peu amoureuse de lui. On imagine, je sais pas, Russell Crowe ou il ne cesse quand même de dire qu'il est rougeau. Ouais, il est rougeau, mais c'est pas grave. Il a l'air d'avoir des beaux yeux bleus. Et puis, je sais pas, il dégage un truc. Je pense que si je l'avais rencontré, moi, je serais tombée raide amoureuse de lui. Ça m'est un peu arrivé là dans les pages. Et surtout, je trouve qu'il dit quelque chose de la spiritualité. Dans cette ère-là, où les forces sont face à face, où tellement de morts arrivent, où il y a une puissance mortifère qui tombe sur le monde et qui menace, avec une apocalypse en ligne de mire, je trouve qu'il y a cet homme qui a une foi, qui fait ça parce que il croit en quelque chose, parce qu'il a un humanisme chrétien. Et moi, je trouve qu'on peut le lire en étant tout à fait athée, agnostique, etc. Et en même temps, ressentir ce que c'est que l'humanisme d'un homme qui a la foi, qui croit en Dieu et qui veut aider son prochain. Et je trouve que là, l'auteur, si je puis dire, remet un peu l'église au milieu du village, dans une histoire de l'église catholique qui n'est pas toujours très belle, dans finalement une vision qu'on peut avoir de gens qui ont la foi, qui font des choses qui sont pas toujours très belles non plus. Il nous dit finalement, voilà ce que c'est qu'aimer son prochain et prendre des risques à un moment où quelque chose de diabolique est en train de s'abattre sur le monde, prendre des risques pour essayer de ramener la lumière. J'ai trouvé ça assez spectaculaire. Et puis, il y a cette dimension, si je vous suis bien, Ellie, donc de morale sans moralisation, Absolument. pour le coup, à l'inverse de King, mais il y a quand même aussi du suspense. Parce qu'en fait, quand on entend les voix de ses compagnons qui l'ont aidé, on se dit, puisqu'on lit leurs témoignages des années 60, on se dit, ils ont survécu, tout s'est bien passé, etc. Et pourtant, là, c'est pas comme dans le King où on sait tout dès le début. J'arrête pas de faire des comparaisons, mais voilà. On se dit, mais est-ce que ça va marcher ? Comment ça va se passer ? C'est comme dans l'Armée des Ombres de Melville. Il suffit d'une seconde pour que tout bascule et que tout s'effondre. Et ça, le génie d'O'Connor, c'est bien de montrer qu'on est dans un roman seconde après seconde. Il suffit qu'une décision soit prise au Vatican qui rende impossible telle opération. Il suffit qu'on change de sentinelle et qu'on passe de quelqu'un qui est qui a un peu la tête à l'heure, à quelqu'un qui est un nazi militant et qui est très, voilà. C'est ça, et ça c'est très fort. Et je suis d'accord avec Élise, le génie d'O'Connor, c'est aussi dans la chorale, puisqu'il y a un côté 5 ou 6 bras cassés qu'il a recruté un peu comme si dans les salons romains. Alors il y a la comtesse, dame très distinguée, très courageuse. La comtesse Landini. Voilà, un peu indolente. Il y a le diplomate homosexuel absolument formidable, là, qui raconte. Qui raconte son affaire. Et puis il y a John May. Alors John May, ça c'est mon préféré. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait si vous êtes d'accord. John May, c'est quelqu'un qui est saxophoniste de jazz, mais comme ça marche pas trop, il est devenu videur dans une boîte. Après, il a été recruté, parce que la boîte est un peu une boîte gay, il a été recruté par l'ambassadeur ou le ministre plénipotentiaire, qui l'avait vu, qui trouvait qu'il était costaud, donc il l'a récupéré, qu'il l'a amené à Rome. Et alors, il donne une vision du père O'Flaherty. Ça se voit pas sur les photos, mais le padré, il était costaud.
Comme on dit d'où je viens, il était ferré à glace. Je pensais à Shackleton, à ces pauvres diables en Antarctique, avec leur baleinière à la coque en bois de Guyane, du chlorocardium, tellement dur qu'on peut pas y enfoncer un clou. C'était ça, le padré, du bois de chlorocardium, à l'ancienne, un dur à cuire, ça rigolait pas avec lui. Il s'habillait dans ce genre-là aussi. Si, c'est vrai, sur toutes les photos, il a ses fringues de prêtre, évidemment. Mais lorsqu'il n'était pas de service, c'était une autre histoire. Manteau en poil de chameau et feutre noir, carrément. Des chaussures qu'on aurait pu se mirer dedans, tirer à 4 épingles. Un mec qui en avait. Coupe classique tous les 15 jours, long sur le dessus, court sur les côtés, fer à lisser, une touche de brillantine, un maltais que je connaissais quand j'étais minot. Il avait fait son temps à Pentonville pour un casse à Mayfair et à sa sortie il faisait le coq. C'était le roi de la basse-cour, le padré. C'était un peu ça, c'était le boss. Bravo, Pas mal. merci Je François. précise que c'est un monsignor irlandais. Alors je cite, le titre, ça s'appelle Dans la maison du Père. En fait, c'est un verset de la Bible, Jean 14, 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. On a parlé des différents personnages. C'est vrai que c'est un roman choral, mais il y a aussi la ville de Rome, qu'il ne cesse de arpenter, Élise. Mais oui, il est fasciné, subjugué par Rome. Et il est fasciné, c'est ça qui est fort aussi dans le livre, c'est qu'il est fasciné par la beauté, cet homme. Il fait une chorale, hein, sa couverture, c'est une chorale. Et il prennent plaisir à la musique. Il écrit « Quand nous chantons, nous cessons d'être seulement de l'écume ». C'est magnifique comme phrase. Et donc c'est un roman qui est fort parce qu'il est terrorisant. On est terrifié par la violence de ces nazis, parce qu'il peut arriver à chaque instant. Voilà. Et il y aura des morts quand même, il y aura des tortures, il y aura des choses horribles. Et en même temps, c'est une ode à la beauté. Il y a beaucoup de musique. C'est une ode à la bonté. C'est une ode à la ville de Rome, à l'art et à des milliers d'années d'art et de oui, quand beauté, ils sont dans des tunnels Voilà. et qui tombent sur des statues Exactement. magnifiques, grignotées par les vers, par exemple. Ça, Et c'est il une montre vision la incroyable, beauté, il montre la fragilité de la vie, il montre la puissance du mal, et il montre aussi l'éminence de la beauté et l'importance d'aller toujours la rechercher et de toujours y croire et de toujours se battre pour elle. Pas seulement pour la vie, mais aussi pour la beauté. Oui, Dernier mot, François Geôlier. La vision de Rome est absolument extraordinaire. On pense à la Londres victorienne. C'est à la fois un lieu de mémoire séculaire et un lieu fantastique. Le père O'Flaherty collectionne les plans de Rome qui, pour lui, ne sont jamais assez précis. Et il y a un moment, il entre, un moment, c'est la fameuse nuit. Très on vite, passe à François, l'action. très vite. Et là, il se perd dans Rome. C'est extraordinaire. Donc, à lire absolument Dans la maison de mon père de Joseph O'Connor, traduction de Karine Chichereau, c'est aux éditions Rivage. Merci à tous les deux. Élise Lépine, on vous lit dans Le Point. François Angelier, on vous écoute tous les dimanches à 15h pour votre émission Mauvais Genre. On vous lit aussi dans Le Monde des Livres. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.